It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit spécial, dans le sens que ce ne sera pas une présentation d'homicide ou de quoi que ce soit, mais plutôt on va approfondir le sujet de saut au cochon par une entrevue, donc une entrevue avec Maître André Sirois, avec qui j'ai parlé en avril dernier, donc en avril 2021, à la sortie du tome 1 de Saut au cochon, qui m'a contacté pour m'apprendre certains détails, certains souvenirs qu'il avait de l'affaire de Saut au cochon, parce qu'il habitait à Québec au moment que ça s'est passé. Il était très jeune à l'époque, mais il y a des souvenirs assez étonnants de cette affaire-là. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, c'est des détails que moi, je prévoyais publier dans le tome 2 et tome 3. Ça va rester tel quel, mais j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser de présenter une entrevue avec M. Sirois. Alors, écoutons-le. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oui, bonjour, M. Sirois, ça va bien? Ça va très bien, merci. Dans un premier temps, c'est sûr que pour le public, je pense que ce serait... moi, je vais vous faire parler, évidemment, les deux points principaux, c'est évidemment la visite de Rita Morel chez vous quand vous étiez petit. Oui. Ensuite, oui. Bon, ben, la description des quartiers, parce que moi, je suis pas de Québec, mais il y a sûrement des gens qui vont nous écouter qui viennent de Québec puis qui vont adorer ça. Oui. Mais avant tout cela, juste peut-être vous faire, parce que je sais que on vous pose une question, puis je sais que vous pouvez partir longtemps, là. Mais juste pour vous présenter peut-être un peu qui vous êtes, là, M. Sirois. Oui, OK. Très bien. Je peux faire ça assez brièvement, rassurez-vous. Oui. Un peu votre cheminement personnel, là, pourquoi vous êtes devenu avocat et tout ça, puis un résumé de... Ouais. De notre côté, évidemment, comme je dis aux gens de la radio qui m'appellent des fois, quand c'est des gens qui ne me connaissent pas, je leur dis, les gens me disent, je vais vous poser telle question, ou est-ce qu'on peut vous parler de telle chose? Je dis, écoutez, inquiétez-vous pas, la seule question que vous devez vous poser, c'est quand vous devez appuyer sur le bouton pour arrêter ça. Ah, ben c'est parfait. Fait que je vous laisse aller sur au moins un petit résumé de votre carrière. Ça facilite la vie. Ils peuvent aller prendre un café pendant ce temps-là, je vais parler jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est bon, ça. Bon, en tout cas, non, moi, je vais bien. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que c'est pas... évidemment, il faut garder à l'esprit que c'est sur l'affaire de Saut au cochon et non pas sur ma vie à moi, là. Mais je vais expliquer en gros que j'ai été journaliste longtemps à Québec. Et après ça, je suis devenu avocat. Entre-temps, bon, j'ai fait un peu de recherche. C'est un peu difficile à résumer ça parce que je dis toujours aux gens, ma vie, c'est pas une carrière, c'est une dérive. Parce que je suis allé d'une chose à une autre, comme
gens qui travaillaient à contrat. Et à ce moment-là, c'était merveilleux parce que c'est comme maintenant, dans le fond, maintenant, ils cherchent du personnel. Là. Mais à cette époque-là, au début des années 60, il y avait une grosse demande de personnel. Okay. Alors, vous pouviez donner votre démission vendredi midi, et vous trouvez une autre job en fin de semaine, puis commencer le lundi matin. Okay. Vraiment, là, ça m'est pas arrivé à moi, mais je serais pas surpris d'apprendre que c'est arrivé à beaucoup de monde. OK, ouais, c'était une autre époque. Hein? Quoique là, en temps de pandémie, on manque de job partout, ça pourrait revenir, cette tendance-là. Oui, exactement. Mais il faut dire que c'était très mal payé. C'est facile de se trouver une job, comme c'est toujours facile de se trouver une job mal payée. Oui, ça c'est vrai. Écoutez, quand j'ai commencé à la presse, ils nous payaient 45 pièces par semaine. Et puis, même à cette époque-là, et je parle de 1959, même pour cette époque-là, c'était pas grand-chose. Et mon patron a cru bon de m'expliquer que c'était 45 pièces par semaine, mais qu'il fallait tenir compte du fait que j'étais nourri, étant donné que je pouvais manger tous les midis au dîner-causerie des clubs sociaux. Okay. Et en fin d'après-midi, je pouvais aller boire et me bourrer de hors-d'œuvre à toutes les conférences de presse qu'il y avait. Et vraiment, je vous jure, ça faisait partie de mon salaire, des avantages qu'ils présentaient. Depuis ce temps-là, je suis plus capable de manger de hors-d'œuvre au Château Frontenac. Ils font leur hors-d'œuvre 10 ans à l'avance, puis ils mettent un quart de pouce de gélatine dessus, et ça reste bien figé comme ça pour l'éternité. C'est quasiment comme les momies. Voilà. Et puis, vous avez été journaliste combien d'années avant de devenir avocat? J'ai été dans les journaux une vingtaine d'années, ou en information. J'ai été journaliste, j'ai été aussi agent d'information. J'étais entre autres agent de relations publiques pour l'Expo 67, pour toute la préparation de l'Expo. J'ai commencé avec la première équipe en 1965. Alors, c'est un peu difficile de résumer ça. Mais en gros, j'ai été journaliste très longtemps, puis pour des journaux sérieux. J'ai travaillé pour la presse, pour Le Soleil et l'Événement Journal, parce qu'il y avait encore l'Événement Journal à Québec. Okay. Et puis, j'ai été à l'Expo 67, et après, j'ai travaillé au Devoir, et j'étais au pupitre au Devoir, je faisais les affectations, puis je gérais aussi la fermeture du journal, comme on dit. J'avais l'imprimerie, m'assurer que tout était en ordre, et s'il y avait un problème, c'est moi qui réglais le problème. OK. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené justement à faire du droit? C'est assez curieux. Beaucoup de gens, c'est le syndicalisme. Pour donner une réponse, c'est le syndicalisme. J'ai commencé à m'occuper de syndicalisme au Soleil, ce qui était épique, et puis je ne commencerai pas à vous raconter ça, mais j'ai plein d'anecdotes étonnantes et très drôles au sujet de la vie au Soleil. Mais je me suis occupé de syndicalisme tranquillement, et à l'Expo 67, par toutes sortes de hasards qui seraient trop longs de raconter, je me suis retrouvé à 22 ans vice-président d'un syndicat de près de 10 000 employés. Et j'étais le seul qui n'était pas acheté par l'administration. C'est vous dire que j'avais beaucoup de travail. Puis, et à ce moment-là, plein de gens autour de moi, et des gens que je ne connaissais pas comme... Enfin, plein de gens, y compris des avocats, me disaient d'abord, tout le monde autour de moi me disait depuis que j'avais commencé comme journaliste, mais il faut que tu poursuives tes études, il faut retourner aux études. Mais là, ça c'était très compliqué pour toutes sortes de raisons, entre autres pour une affaire que j'ai pas encore digérée. Les universités à cette époque-là ne prenaient pas d'inscription comme étudiant adulte pour des gens qui avaient moins de 21 ans. Je ne pouvais pas m'inscrire et faire un programme tout en travaillant si j'avais moins de 21 ans. Alors, j'étais obligé d'attendre d'avoir 21 ans. Okay. Et puis, à ce moment-là, des gens autour de moi, entre autres, c'est pour donner un cas bien clair,
puis je pense encore que c'était une recommandation sérieuse. J'étais pas mal copain avec Robert Lemieux. Pour une raison simple, on se voyait beaucoup dans un club de jazz à Montréal. On se voyait là-bas assez régulièrement. Et puis, à un moment donné, il m'a représenté contre mon propriétaire, qui était de la famille de l'évêque de Montréal, Monseigneur Grégoire. Bon. Et ça tombe que c'était en septembre 70. Et puis, à ce moment-là, Lemieux a été arrêté, comme vous savez. Ouais. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé le voir en prison. C'était très, très risqué parce que, faut vous dire qu'en même temps, j'étais recherché par la police dans, je sais, un de ceux qui n'ont pas été arrêtés parce que j'ai échappé à la police lorsqu'ils sont venus chez moi. Okay. Je leur ai vraiment échappé, là. Ils ont sonné à la porte. J'ai dit à Luc Plamondon, qui était mon sous-locataire, j'ai dit, écoute, réponds pas tout de suite, attends une minute, et j'ai sauté sur l'escalier de secours, puis je me suis sauvé. Oui. Je veux dire, ça passait près. Ouais. Alors, j'avais donc des contacts avec Lemieux qui me disaient régulièrement, oh, écoute, pourquoi est-ce que tu fais pas ton cours de droit? Fais donc ton cours de droit, tu vas aimer ça, t'aimes ça déjà, tu vas aimer ça, tu vas être bon, tu raisonnes correctement, c'est ce qu'il faut faire. Okay. Et puis ça, plus d'autres choses, je trouvais que je me rendais compte que je risquais de me retrouver entre deux chaises si j'avais pas un vrai métier. Et d'autant plus qu'il y avait à ce moment-là l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Et là, il y avait plein de gens qui avaient des femmes à placer. Là. Il y avait plein de bourgeoises qui voulaient aller sur le marché du travail et leur mari ou leur père ou leur amant voulait leur trouver une job. Et généralement, c'était des jobs en communication. Que je trouvais que la perspective que j'avais, c'est que les possibilités de travailler en communication allaient être coupées de moitié au moins avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et j'ai fait mon cours de droit, mais là, curieusement, il y a aussi plein de femmes qui sont rentrées sur le marché du travail en faisant du droit. Alors, c'était un bon choix et un mauvais choix. Un bon choix parce que ça me donnait une vraie formation universitaire. Puis un mauvais choix parce que moi, en finissant mon cours de droit, j'ai commencé comme stagiaire, mais même en commençant comme jeune avocat, je faisais moins que la secrétaire du bureau et j'exagère pas, moins de la moitié du maigre salaire que je faisais déjà comme journaliste. C'est vous dire que il ne reste pas grand-chose pour payer en même temps un logement et de la nourriture. Ouais. Et je ne parle pas de faire un party. Non. C'est très dur. C'est très, très dur. D'autant plus que pour faire mon cours de droit, j'ai emprunté de l'argent graduellement en me disant, bon, je payerai plus tard, on verra. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai appris à la dure ce que c'était que les taux d'intérêt, d'autant plus que les taux d'intérêt ont monté en flèche et qu'à un moment donné, je travaillais à Ottawa avec un salaire très ordinaire. C'était pas la famine, mais c'était pas la fortune. Puis, il fallait que je paye, j'avais calculé, il fallait que je paye 90 $ d'intérêt par jour avant de pouvoir commencer à manger. Et je ne parle pas de rembourser le capital. Normalement, j'aurais dû déclarer faillite. Mais entre-temps, j'avais fait tellement de tapage à Québec et tellement de guerres politiques au maire Lamontagne, puis au maire Pelletier, puis à plein de gens comme ça, que je savais que si je déclarais faillite, ça ferait la première page du journal et que finalement, ça ferait plaisir à trop de monde. Alors, je n'ai pas déclaré faillite. J'ai payé. Vous avez tenu le coup. Mais c'était un énorme sacrifice. Je pense bien que je ne recommencerai pas. Je déclarerai faillite maintenant. Comme avocat, j'ai recommandé beaucoup à des clients, à des amis de déclarer faillite. Puis je pense encore que dans bien des cas, c'est la seule façon de passer à travers ou de survivre. Oui, je comprends. Puis, mais entre-temps, après ça, vous voyez,
je peux pas tout raconter ça parce que c'est trop long, mais entre-temps, le type qui était devenu maire de Québec, Jean Pelletier, que je connais depuis très longtemps. Moi, j'ai entendu parler de Jean Pelletier quand j'avais 13-14 ans chez les scouts catholiques de Québec, parce que les scouts catholiques de Québec l'ont mis à la porte parce qu'ils détournaient des fonds des scouts catholiques. Ils l'ont mis à la porte à ce moment-là et j'ai été mêlé à ça. C'est dire que je savais avant tout le monde qui était ce gars-là. Mais comme je faisais une guerre, parce que j'avais mis sur pied des comités de citoyens, puis que je faisais une guerre à Québec, à un moment donné, je marquais tellement de points qu'il m'a proposé de me présenter avec lui dans son équipe pour la mairie. Puis, là, je pourrais vous parler longuement de Jean Pelletier, qui a été nommé à des conseils d'administration de diverses entreprises, qui a toutes mené à la faillite l'une après l'autre. Mais en tout cas, je ne voulais pas ça et je voulais surtout pas être associé avec lui. J'ai même pas voulu aller manger avec lui. Il a beaucoup insisté pour qu'on aille manger ensemble et j'ai pas voulu aller manger avec lui parce que je savais que la réponse serait non, mais je savais que si j'allais manger avec lui, il était assez en fonction pour prévenir les journaux et s'organiser pour que ce sorte dans les journaux que j'allais manger avec lui. Et je n'avais pas envie de ça. Alors, je suis pas allé, mais ça m'a coûté très cher parce qu'après, quand je suis arrivé à Ottawa, subitement, Jean Pelletier est devenu chef du cabinet du premier ministre. Il est devenu chef de cabinet de Jean Pelletier. Et moi, je travaillais comme petit fonctionnaire là-bas. Puis à un moment donné, j'avais fait un concours à la Cour suprême pour un poste que je trouvais intéressant, que j'aimais beaucoup, et que je pense bien que j'étais une des rares personnes au Canada qualifiée pour ça. J'ai fait le concours, ça a très bien été, tout était allé sur des roulettes, puis tout à coup, ça s'est freiné subitement. Et là, il y a quelqu'un qui a eu la bonté de me dire, écoute, tout allait très bien, puis on n'a rien contre toi, mais on peut pas, parce que Jean Pelletier est intervenu, puis il te fait dire que tu es bien chanceux qu'il ne te mette pas à la porte, parce que, et que qu'il va s'assurer que tu n'ailles jamais plus loin que ce que tu as maintenant. Alors, quand ça vous vient du grand boss, c'est bien clair, hein, il n'y avait pas de bout. Alors, j'ai pas eu ce boulot-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir pour les Nations Unies. J'ai fait le concours des Nations Unies à un moment donné, mais entre-temps, j'avais pris un contrat avec les Nations Unies qui avait besoin de monde. Les autres avaient désespérément besoin de monde pour des affaires très difficiles et dangereuses. Alors, j'ai été mettre sur pied le tribunal pour le Rwanda. Puis après ça, j'ai réussi le concours des Nations Unies. J'ai été premier sur plus de 4000 candidats. C'est difficile de ne pas m'embaucher. Ça a quand même pris 2 ans parce qu'ils ont beaucoup hésité, parce que ils n'avaient jamais embauché de Canadiens français pour ce poste-là. Alors que c'est un poste de rédacteur francophone, mais il n'y avait jamais embauché de Canadiens français. Et j'ai été le premier, non seulement à réussir le concours, mais à être embauché. Et maintenant, il y en a eu un autre qui a passé, je crois. Et alors, c'est comme ça que je suis allé travailler aux Nations Unies. Mais ça, puis aux Nations Unies, c'est une autre histoire, évidemment. Je travaillais comme avocat et traducteur. J'ai fait les deux. Je faisais de la traduction juridique, de la traduction diplomatique, enfin, de la traduction très, très spécialisée, parce que c'est pour ça que j'ai été embauché, puis je pense encore que je suis très bon pour ça. Et c'est ça le travail que je faisais là-bas. Puis entre-temps, en faisant tout ça, à un moment donné, à titre personnel, j'ai fait un procès contre les Nations Unies que j'ai gagné. J'ai gagné quelque chose que des employés demandaient depuis 70 ans et personne n'avait réussi à obtenir ça. J'ai gagné mon procès avec, il y avait 3 juges, c'est pas juste un juge, mais c'était un banc de 3 juges qui m'ont donné le maximum qu'ils pouvaient me donner. Ils m'ont donné raison, puis ils ont fait un jugement condamnant de façon lapidaire l'administration des Nations Unies, tellement que l'administration est obligée, il y a une résolution de l'Assemblée générale, et l'administration est obligée de refaire tout le système que je condamnais, qui m'avait causé des problèmes, et ça s'était jamais vu, le secrétaire général a mis à la porte 2 des têtes des Nations Unies, et ça aussi, ça s'était jamais vu, il n'y avait jamais personne
il a été mis à la porte, mais je veux dire que ça, j'ai même été surpris. Le secrétaire général a pris la peine de faire un communiqué de presse pour dire quelque chose comme qu'il avait demandé et obtenu leur démission. Bon, c'est pas un congédiement. Ouais, mais bon. Mais c'est bien proche. Okay. C'est bien proche. Bon, vous avez eu une carrière vraiment, vraiment remplie, mais ce qui a fait en sorte que vous m'avez contacté, qu'on s'est parlé, en tout cas pour la première fois, je pense que c'est à la fin avril, c'est vos souvenirs par rapport à Saute au cochon. Par rapport à M. Guy, oui. Oui, c'est ça. Il faut que je vous dise, entre-temps, depuis que j'ai vu votre message, oui. je suis allé parce que je suis en train de... On ne croirait pas, mais je suis en train de faire du ménage ou de vider des caisses de vieux documents puis d'essayer de me retrouver un peu dans mes affaires. Et je suis allé chercher un petit livre qui est paru au sujet de l'affaire Guy qui s'appelle « Je suis un criminel ». Oui. C'était présenté comme un roman. Ouais. C'est paru tout de suite après cette affaire-là. Ouais. C'est quelqu'un de Montréal, un journaliste qui était assez connu à ce moment-là. Je l'ai croisé quelques fois sans bien connaître un gars qui s'appelle Jean-Paul Kingsley. Mais le roman a un auteur fictif, là, comme on faisait à l'époque. Ça s'appelle Pierre Bernard. Mais ouais. je suis certain que c'est probablement Kingsley lui-même qui était l'auteur ou quelqu'un d'autre. Ah, OK. Mais je suis sûr que Pierre Bernard, ça n'existe pas. Mais en trouvant ce livre-là, j'ai trouvé dans le livre, je crois que c'est un livre qui appartenait à un de mes oncles, parce qu'il y a son nom dedans, mais c'est ma mère qui l'avait, parce qu'elle, comme c'était un roman clé, elle a mis à la fin les vrais noms des personnages, et dans le livre, j'ai encore, vous ne le croirez pas, et ça, si vous voulez l'avoir, je peux vous envoyer ça par Internet. J'ai une carte d'affaires de la bijouterie Guy. Ah oui? Oui, oui, je vous jure. Ah ben oui, si vous pouvez numériser ça, c'est sûr que je vais voir ça. Oui, oui. Vous allez voir, c'est très simple. C'est une carte d'affaires bijouterie J. à Guy avec l'adresse et tout. Okay. Et en dessous, une liste de pierres de naissance correspondant aux 12 mois de l'année. OK. Mais c'est assez curieux parce que c'est pas une carte d'affaires sur du carton. C'est comme si ça avait été découpé dans une publication. Et ça se peut, comme je connais ma mère, ça se peut très bien qu'elle ait décidé de découper ça d'une publication, je ne sais pas laquelle. Ah, ça se peut. Et d'un autre côté, comme il n'y a rien d'imprimé à l'endos, ben, je me dis, peut-être que c'était, je sais pas, un feuillet publicitaire, je sais pas quoi. OK, ouais, c'est vrai. Mais j'ai ça, puis je pourrais vous l'envoyer. Oui, je suis intéressé parce que c'est ça, tous les détails sont importants, comme on dit. Oui, bien, ça fait un document. Ouais. Les jeunes toujours ça, avoir un document d'époque comme ça. Ça fait un document. Donc, on va en venir au sujet de Madame Gay, de Rita Morel, qui, le souvenir que vous avez, c'est quand même assez impressionnant. Moi, en tout cas, les deux bras m'ont tombé quand vous m'avez dit ça en avril. Elle est venue, à un moment donné, se réfugier chez vous, là, quand vous étiez petit, chez vos parents, finalement. Oui, parce que pour vous situer, j'essaie de me situer un peu, c'est que on était en biais par rapport à la bijouterie Gay, parce que d'un côté, il y a la rue Saint-Sauveur, puis perpendiculaire à la rue Saint-Sauveur, il y a la rue Franklin. Et plus bas que Franklin, c'est Châteauguay. Okay. Et puis, la bijouterie Gay se trouve sur Saint-Sauveur, entre Châteauguay et Franklin. Okay. Et mes parents sont sur Franklin. Puis là, ce qui fait en face de la bijouterie Gay, comme en face de chez mes parents, c'est le parvis de l'église et une espèce une place, si vous voulez, devant l'église. Okay. Alors, évidemment, de chez moi, on voit très bien la bijouterie Gay et les gens de la bijouterie Gay voyaient très bien chez moi aussi. Okay. C'est ça l'explication, là. On est en diagonale, mais il n'y a rien entre la bijouterie et le commerce de mon père. OK. Et puis, le commerce de mon père, c'est aussi sa maison. C'est une assez grosse maison de 2 étages et demi, mettons. Okay. Et puis, quand je me rappelle, moi, que Guy a tenté à 2 reprises de mettre le feu. Et puis, le souvenir précis, c'est
un des deux cas, et c'est le deuxième cas. Je me rappelle pas du premier cas. Tout ce que je me rappelle, c'est que les gens disaient, c'est déjà la deuxième fois. Et ma mère, mes parents ont toujours été comme en retrait par rapport aux gens du quartier. Et surtout, ma mère a jamais voulu de commérage. Elle était absolument contre ça. Et elle faisait bien attention, surtout pour ne rien dire devant les enfants. Mais je me rappelle très bien que ma mère, dans ce cas-là, quand Mme Guy est partie chez nous, ma mère a dit à quelques reprises, en parlant avec d'autres, elle leur disait « ça va mal finir, ça va mal finir ». Évidemment, quand ça fait 2 fois que votre mari met le feu à la maison pour se débarrasser de vous, c'est déjà un avertissement. Ouais. M'a dit comme Bernard de Rome, si la tendance se maintient, c'est... oui. Mme Guy, le souvenir que j'ai d'elle, moi, c'est que c'était quelqu'un qui semblait... qui était assez renfermé, retiré, plutôt triste. Je ne dirais pas déprimée, quoique c'était peut-être ça aussi, mais elle semblait triste et peut-être pas distante. Elle a toujours été aimable avec moi les quelques fois que je l'ai vue. Vous comprenez, moi, je n'avais pas tellement d'affaires dans une bijouterie. J'avais 7 ans. Ouais. Alors, j'allais pas chez eux parce que ils avaient une petite fille de 4 ans, mais leur petite fille, moi, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue. Je soupçonne parce qu'en réfléchissant à ça tout à l'heure, je me disais, comment ça se fait que j'ai jamais vu la petite fille? Et je pense que très probablement que c'est une des grand-mères qui devait l'élever comme ça arrivait fréquemment à ce moment-là, ou bien que lorsque les fois où M. Guy pensait mettre le feu à la maison, se débarrasser de sa femme, ben, il envoyait peut-être la petite fille chez la grand-mère pour la protéger. OK, peut-être, ouais. Mais c'est une hypothèse que je fais parce que j'en sais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne la voyait pas. Même en allant là, moi je me rappelle des fois où pour une raison ou pour une autre, j'allais à la bijouterie. Vous savez, c'est une toute petite bijouterie, hein, je voulais vous dire ça aussi. C'était comme... c'était tout simplement une maison-appartement assez moderne parce que c'est un building qui avait été construit par la Caisse populaire pour la Caisse populaire. La Caisse populaire était juste à côté, du côté de la rue sur Saint-Sauveur, du côté de Châteauguay, alors que mes parents étaient du côté de l'autre rue sur la rue Franklin. Et c'était une maison-appartement que je ne sais pas si ça avait été construit comme un commerce. Il y avait une façade qui pouvait être une façade commerciale, mais on rentrait là et c'était l'espace d'une pièce dans un appartement. C'était pas plus que ça, là. Et puis... il devait avoir des montres en démonstration, des horloges comme ça, oui. Il y avait 2 comptoirs sous vitre, là, puis il y avait des montres ou en fait des bijoux dans la vitrine, peut-être. Je suppose, mais là, j'admets que je m'en souviens pas. Je suppose que c'était probablement dans la vitrine le jour et que le soir, il rentrait ça à l'intérieur, mais je suis pas certain. Mais c'était des comptoirs, comme on en voyait beaucoup à cette époque-là, des comptoirs en vitre, très simples. Et puis, il n'y avait pas grand-chose. Ça, je me rappelle que même moi, comme enfant, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais évidemment, d'un autre côté, j'étais pas intéressé aux bijoux, alors même si on avait eu 10 fois plus, ça m'aurait peut-être impressionné par la quantité, mais j'avais pas d'intérêt particulier pour ça, bien entendu. Et le soir, donc elle serait, si je vous comprends bien, elle serait peut-être partie directement, le soir qu'elle s'est réfugiée chez vous, elle serait peut-être partie directement de la bijouterie? C'est pas le soir, c'était pendant la journée. Durant le jour? C'était pendant la journée. OK, durant le jour. C'était pas le soir. C'était pendant la journée, et je dirais à 80%, les chances sont que ce soit... C'était pas l'hiver. Il n'y avait pas de neige, puis il faisait pas nécessairement trop froid parce qu'elle s'est réfugiée chez nous en robe de chambre et je me rappelle pas qu'elle s'est arrivée avec un manteau, encore moins un manteau de fourrure. J'aurais remarqué ça. J'étais étonné qu'elle soit là en robe de chambre. Ça se peut qu'elle soit arrivée avec un manteau sur le dos, mais je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu de manteau. Je me rappelle la robe de soie rose parce que c'était du satin rose, puis ça semblait neuf, c'était très beau. Enfin, je trouvais ça très beau. Puis, elle était là assise sur le divan chez mes parents. Mes parents avaient à droite de
qu'on appelait à l'époque, mais ça s'appelle encore comme ça maintenant, un salon double. Là. Okay. Et puis, la pièce du fond, c'était leur chambre, et la pièce en avant, c'était le salon. Okay. Et on avait un gros divan qui s'ouvrait pour faire un lit, là. Et puis, elle était assise sur le divan dans le salon. OK. Puis là, ma mère s'assurait que les enfants n'allaient pas la déranger ou n'allaient pas l'embêter ou commencer à lui poser des questions. Okay. Puis je l'ai vue, mais je lui ai pas parlé plus que ça. Je lui ai peut-être dit bonjour, elle m'a peut-être dit bonjour, là, je me rappelle pas de ça. OK. Donc l'impression que vous aviez, c'était que elle était quand même assez discrète, là, mais elle allait là vraiment pour prendre un break, comme on dit, là, de quelques heures ou de nuit? C'était beaucoup plus que ça. C'était que la maison était en train de passer au feu, les pompiers étaient là. Ah, OK. Ah oui, c'était... Je peux pas vous dire si la première fois les pompiers sont venus, mais la deuxième fois, je suis absolument certain que les pompiers étaient là et que c'était le gros brouhaha parce que, évidemment, comme en face de chez eux, comme en face de chez nous, je vous dis, c'était un terrain qui était comme une place publique. Alors, il y avait plein de gens de rassembler là, OK. parce que c'était en plein jour. Je peux pas vous dire si c'était le matin ou l'après-midi, mais je suis absolument sûr que c'était en plein jour. OK. Ah, ça serait la bijouterie qui passait au feu, ça? C'est la bijouterie et la résidence des gays. Je ne sais pas si eux autres avaient l'appartement au-dessus aussi, ou s'ils habitaient seulement qu'en arrière. Ouais. À cette époque-là, les gens avaient des résidences très modestes, surtout dans ce quartier-là. Alors, ça se peut très bien qu'il y ait eu juste 2 petites pièces en arrière. Ça, je ne le sais pas. Okay. J'ai essayé de me souvenir, mais je suis certain que je ne le sais pas, je suis certain que je ne l'ai jamais su. Okay. Le souvenir que j'ai, moi, c'est que dans cette pièce-là qui était face à l'entrée, exactement face à l'entrée, à l'autre bout de la pièce, il y avait une porte qui donnait vers l'arrière, mais je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Je ne sais pas si c'était un bureau ou si c'était la cuisine de leur appartement. Okay. Ça, je ne sais pas. Je me rappelle seulement lorsque je suis allé là, j'allais quelques fois, et quand j'allais là, j'ai vu Mme Guy. J'ai presque toujours vu ça, Mme Guy, seulement Mme Guy, et elle venait de l'autre pièce en arrière, là, qui était sur un bureau, sur la cuisine, je ne sais pas. OK. Et puis l'impression que vous gardez, c'était, on disait, c'est sûr qu'on a dit toutes sortes d'affaires sur elle et sur son mari, mais l'impression que vous en aviez, c'était une femme jolie? Très jolie. Très jolie, hein? À mes yeux, à moi, très, très jolie. Vous savez, je pense que tous les enfants sont comme ça. On rêve tous de voir une femme qui a l'air d'une poupée. Ben, elle avait l'air assez jolie pour être une poupée comme ça, là. OK. C'est pas une pin-up, c'était pas rien de provoquant, mais une espèce de beauté très simple, comme les statues de la Vierge, si vous voulez. OK. C'est très à la mode à l'époque. OK. Et votre souvenir d'Alberguer est différent, j'imagine? Oui, ce qui me frappe, j'essaie de réviser mes souvenirs là, en pensant à la conversation qu'on aurait. Ce qui était frappant, c'est que il était petit. Il était vraiment petit et il était petit et très, non seulement discret, mais effacé dans un mauvais sens, là. Ouais, OK. Quelqu'un de chafouin, comme les gens disent, ou quelqu'un, c'était... Comme on dit en québécois, une genre de couleuvre, là. Oui, il avait l'air d'une fouine. Quelqu'un qui est tout petit, mais qui peut être dangereux. Okay. Je ne dis pas ça parce que, à cause de l'incident de l'avion, il donnait déjà avant l'impression de quelqu'un qui n'était pas honnête et qui était pas net, qui n'était pas clair. Okay. Et mes parents avaient cette impression-là aussi, okay. Enfin ma mère en tout cas. Parce que je me rappelle que les commentaires de ma mère, c'était... encore une fois, elle essayait de ne pas parler devant les enfants, mais de l'autre côté, elle parlait beaucoup au téléphone avec ses belles-sœurs et les commentaires étaient jamais favorables. Elle en parlait très, très rarement, mais comment vous dire, le message qu'elle envoyait,
ça concerne aussi d'autres personnes dans le quartier. Okay. Le message qu'elle envoyait, c'est qu'elle nous disait de ne pas faire affaire avec eux. Ou si on mentionnait, par exemple, M. Guy, elle pouvait nous dire quelque chose comme « Oh, laisse M. Guy tranquille, parle-moi pas de M. Guy. Okay. » Et ça, c'était déjà assez pour montrer que c'était pas une bonne idée d'avoir affaire à lui ou de parler de lui. Il fallait s'en tenir loin, autrement dit. Exactement, le tenir à l'écart. Okay. Elle ne le disait pas dans ces mots-là, mais c'est comme ça. Elle avait des idées très précises au sujet de certaines choses dans le quartier, au sujet de plein d'autres choses. De façon très générale, je trouve encore maintenant qu'elle avait parfaitement raison, qu'elle avait s'est retrouvée dans un monde de Michel Tremblay, finalement, ou en tout cas le monde de Roger Lemelin. On était très, très près de Roger Lemelin. C'était le partenaire de cartes de mon père. Et puis, mes parents et les gens du dépanneur au coin de la rue, parce que vous savez, je vous ai dit qu'on était en diagonale, alors il y a un coin, l'autre angle du triangle, c'est un coin de rue, le coin de Franklin et Saint-Sauveur. Okay. Et puis, alors si on partait de chez M. Guy, on montait vers le Cap, parce que le Cap se trouve une rue suivante, là, la rue Arago. Okay. Il y a Châteauguay, Franklin, Arago, et Arago longe le Cap. C'était d'ailleurs un sentier d'Indiens, ce quand Champlain est arrivé. Okay. Tout simplement, c'est un mouvement naturel. Les Indiens longeaient le Cap comme ça, avec leur sentier. Okay. Et nous, on se trouvait en bas du Cap, mais de l'autre côté de la rue Arago. On faisait de la rue Arago jusqu'à la rue Franklin. Okay. Le terrain faisait de la rue Arago jusqu'à la rue Franklin. OK. Et puis, c'est ça, je partais pour vous... Ouais, excusez-moi, je partais pour vous dire, parce que votre mère, elle avait peut-être, à propos d'Alberguer, elle avait peut-être entendu des choses, parce que depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, j'ai découvert certains... Il y avait des antécédents déjà avant l'affaire de Saut-au-Cochon, Alberguer, entre autres pour une contrebande de cigarettes. Là. Ça a passé dans les journaux, mais c'était discret. Donc, il y a peut-être certaines personnes comme votre mère qui l'a peut-être vu ça dans le journal à cette époque-là. Oui, ça c'était très possible. Et c'est très possible qu'elle... je connais assez son fonctionnement pour savoir que dans ce cas-là, surtout étant donné notre âge, j'étais l'aîné, puis j'avais 7 ans. Donc, vous imaginez, les autres étaient tous plus jeunes. Puis là, je parle pas même de mes sœurs qui sont venues au monde par la suite. Puis, alors, mais la façon de mes deux parents, d'ailleurs, de procéder, c'était de faire très, très, très attention aux voisins. Et ils parlaient. Il y avait de très bons rapports avec le voisin immédiat, puis le voisin un peu plus loin, puis au coin de la rue. D'ailleurs, c'est un nom de personnage de roman. Le propriétaire du dépanneur, ça s'appelait pas le dépanneur parce que le mot n'existait pas. Vous savez ça, le mot dépanneur, c'est récent. Avant, ça s'appelait le coin. Okay. Les gens disaient, va au coin me chercher ça. Parce qu'au coin, il y avait un magasin de friandises crème glacée, celui dont je parle, puis de l'autre côté, une vraie grosse épicerie, l'épicerie de M. Marcoux. OK. Puis là, les gens disaient, va au coin chercher le journal, va au coin chercher telle affaire. Puis là, le magasin était la propriété d'un gars qui s'appelait Rosaire Chrétien. Okay. Vous conviendrez que c'est un très beau nom. Je regrette que Lemelin n'ait pas utilisé ça dans son roman. Ouais, c'est mais vrai. c'est là que Lemelin allait jouer aux cartes. Il allait jouer aux cartes au dépanneur, parce qu'il y avait la pièce en avant, c'était le dépanneur. Et puis, en arrière, il y avait une autre pièce, derrière le comptoir, derrière la caisse, là, il y avait une autre pièce. Et ça, c'était... Je vais vous dire ce que c'était. C'était un peu une réserve, mais c'était un peu comme le salon du dépanneur. C'est-à-dire que les amis qui avaient là pouvaient aller jouer aux cartes en arrière. Okay. Je me rappelle qu'à certains moments, par exemple pendant le temps des fêtes, une fois de temps en temps, il y avait un party en arrière. Et quand il y avait un party en arrière, c'était vraiment le party. Et là, il y avait un voisin, M. Tardy, pour vous donner son nom, je pourrais même vous donner son adresse, parce que je l'ai assez bien connu. J'allais pendant 2-3 ans, j'étais joué au bingo tous les soirs chez lui. Okay. Et puis, parce que c'était la seule chose à faire, on
il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là, il n'y avait même pas de télé. Alors, mais M. Tardy, quand il y avait ces parties-là, une fois que tout le monde avait bu pas mal, M. Tardy finissait toujours par raconter des histoires cochonnes, et ses histoires cochonnes préférées, c'est des histoires qui l'amenaient toujours à se sortir la quéquette et à montrer sa quéquette à tout le monde. Et tout le monde savait que c'est ça qui allait arriver. Puis là, dès qu'il commençait à raconter ses histoires, ben, il y avait toujours des bonnes femmes qui disaient « Attention, là, il y a des enfants, là, arrête les enfants! » Et puis, cet enfant-là, c'est moi. Ah bon? J'étais toujours dans la porte pour essayer de voir qu'est-ce qui énervait tout ce monde-là, qu'est-ce qui se passait vraiment. Évidemment, d'abord, je voyais rien, et puis ensuite, je ne comprenais pas du tout l'intérêt que ça présentait, qu'il se montre la quéquette et que tout le monde s'énerve pour ça. Je trouvais que c'était totalement inintéressant. Là, vous parliez de commerce puis de dépanneur. Est-ce que le restaurant Maranda, ça vous dit quelque chose? Non. Non? OK. C'était juste pour savoir, parce que Mme Pitre travaillait au restaurant Maranda. Ah non, mais c'est pas dans le même quartier. Mme Pitre n'était pas dans le même quartier. Ouais, c'est plus loin. Là, on parle de... Je pourrais pas vous dire la distance exacte, mais mettons qu'à pied, ça me prendrait un bon 20 minutes de me rendre là. C'est pas le même quartier. OK. Mais avez-vous un souvenir un peu de ce que c'était le quartier, particulièrement dans la rue Monseigneur-Gauvreau? C'était quoi l'ambiance? Ce quartier-là, c'est assez simple. Il y a deux choses que je peux vous dire au sujet de ce quartier-là, au sujet de Mme Pitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, il y avait... entre autres, il y avait 3 types de livraison. Il y avait la poste, comme il y a encore maintenant. Il y avait le laitier et il y avait la livraison du pain, la livraison de chez le boulanger. Mes parents, mon père avait une boulangerie et pour la boulangerie, on avait des voitures pour le pain, des voitures avec des chevaux. On avait au moins 5 chevaux, ce que je trouvais formidable d'ailleurs. J'ai toujours adoré ça. Dès que j'ai découvert les chevaux, tellement qu'il fallait qu'ils me surveillent tout le temps parce que je voulais tout le temps aller dans l'écurie. Puis évidemment, vous savez que c'est très dangereux parce que les chevaux, si vous êtes derrière eux, peuvent ruer, surtout dans le cas d'un enfant qui ne fait pas attention et qui les touche. Les chevaux pourraient ruer facilement, pas par méchanceté, simplement parce que c'est un réflexe. Alors, mes parents me surveillaient tout le temps parce que j'étais devenu amoureux de ces chevaux-là, pour une raison très simple. En arrière de la cuisine chez moi, il y avait une très, très grande galerie, grande comme facilement au moins 2 pièces de maison, même 3. Et c'est là qu'on pouvait jouer. C'était au-dessus du four de la boulangerie. Et c'est là qu'on pouvait jouer. Et après ça, il y avait la cour et c'était l'accès vers l'étable et c'était là qu'on stationnait les voitures à pain et c'est là qu'on dételait les chevaux et qu'on les rentrait dans l'étable. Puis là, comme les chevaux passaient là, il y a quelqu'un qui m'a montré, à un moment donné, sans doute pour me montrer à ne pas avoir peur, il y a quelqu'un qui m'a montré à leur donner une pomme dans ma main. Je mettais la pomme dans ma main, puis comme j'étais sur la galerie, j'étais juste à la bonne hauteur, le cheval approchait, puis prenait la pomme dans ma main sans même me toucher à la main. J'aurais eu peur s'il m'avait touché à la main. Il prenait la pomme bien délicatement, puis il repartait, puis j'étais très, très content, puis je voulais une autre pomme, puis je leur en aurais donné toute la journée. Fait comme ça, dans le fond, votre père faisait la livraison, il se trouvait à faire la livraison peut-être sur la rue Monseigneur-Gauvreau? Oui, voilà. Ce que j'allais vous dire, c'est que ça, c'est un réseau d'information. Les gens ne se rendaient pas compte de ça, sans doute, mais c'est un réseau d'information bien avant Internet. Là. Quand les livreurs qu'on avait, c'était des gars très jeunes. Hein. Dans mon esprit, il y en a un sur avec qui j'étais pas copain, mais en tout cas, qui me traitait quasiment comme un copain que j'aimais beaucoup parce qu'il m'amenait avec lui faire des livraisons des fois. Puis pour vous dire l'âge que je pouvais avoir, j'étais assez petit qu'on allait, entre autres, faire des livraisons devant la gare du Palais. Et la gare du Palais, à cette époque-là, c'est la gare de train, c'était fait exactement comme dans les petites villes françaises, c'est-à-dire qu'il y a la gare d'un côté, puis de 2 autres côtés, pas le 3e côté, mais 2 autres côtés, c'était des hôtels avec un restaurant en bas, comme dans les villes françaises. Et puis,
il y avait un endroit où il y avait livré du pain et il y avait des machines à boules dans le restaurant. Et puis, il aimait ça jouer aux machines à boules, mais d'un autre côté, il savait bien que si on laissait tout seul avec le cheval, je risquais de partir avec le cheval et la voiture, parce que je l'ai déjà fait. J'étais impatient. J'ai pas fait ça au livreur, j'avais fait ça à mon père, et mon père était pas content du tout. Parce que je commencerai pas à vous raconter ça. À l'île d'Orléans, je me suis promené comme ça, avec une voiture et un cheval, et 5 ou 6 enfants sur une espèce de, les gens appelleraient ça un trailer, maintenant juste comme un radeau. On était comme sur un radeau. Okay. Et puis, évidemment qu'une fois parti, je commençais à avoir peur un peu que les enfants tombent en bas sur la route, mais je les ai amenés comme ça jusqu'au village parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits pour tourner et revenir chez mes parents. Et je devais avoir, sans exagérer, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'est le même âge, là. Okay. Et je suis allé jusqu'au village de Saint-Jean. Et puis on est retourné, puis on est revenu. Il faut dire que le cheval connaissait sûrement le chemin, là. Ouais. Le cheval était pas aussi fou que moi. Mais c'est des très bons souvenirs pareils. Évidemment, les gens klaxonnaient, les gens qui passaient à voiture klaxonnaient parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était de folie furieuse. Ouais, j'avais des enfants de 3-4 ans là-dessus. Mais en même temps, j'étais très content de faire ça, puis j'étais convaincu que je leur offrais une belle promenade. Fait que c'est comme ça que vous vous êtes rendu sur la rue Monseigneur-Gauvreau, là. Oui, alors là, ce que j'allais vous dire, c'est que ces gars-là, c'était plus que du commérage, c'était un réseau d'information. Mm-hmm. Et eux autres connaissaient leurs clients, ou leurs clientes, surtout, je vais dire, parce que assez souvent, entre autres choses, je comprenais pas exactement de quoi ils parlaient, mais je comprenais que c'était censé être bien intéressant parce que quand ils changeaient de run, parce que ça s'appelait des runs, quand ils changeaient de run, ils se changeaient des adresses là, sur des femmes qui les accueillaient bien et des femmes intéressantes. Puis il y avait beaucoup de femmes là-dedans qui se mouraient d'ennui, puis il y avait des prostituées qui n'avaient rien à faire. Et ces gars-là étaient très, très jeunes. Je vous dis, celui dont je me souviens, moi, ce que j'allais vous dire, c'est que, pour vous donner une idée, comment j'étais petit, il y avait des machines à boules, que je jouais aux machines à boules, et pour pas que je me sauve, il me rentrait avec lui dans le restaurant, et il m'assoyait sur la machine à boules. C'est vous dire que j'étais pas très grand. Il m'assoyait sur la machine à boules, tout le temps que je jouais ces parties de machine à boules, puis après ça, ben, on repartait. Okay. Et ces gens-là, je me rappelle entre autres d'une chose qui m'avait beaucoup frappé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tout le monde s'est énervé autour de ça, mais il y a un des gars qui avait raconté que dans ce coin-là, du coin où se trouvait Mme Rouet, là, que Mme Pitre, comme disaient les gens après, qu'il y avait une fille qui accueillait les livreurs complètement nue et bien rasée. Je me rappelle qu'il avait pris la peine de préciser qu'elle était bien rasée et qu'elle attendait le livreur tout le temps, qu'elle avait envie du livreur. Alors là, bien évidemment, ça dépendait de l'allure du livreur, mais en général, il se changeait des adresses comme ça. Vous savez, les gens disent que c'est le facteur, mais ça pourrait être le boulanger ou le laitier. Oh là là, ouais. Fait que ça mais je vous assure, c'est un réseau de placotage. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'est arrivé l'affaire de la bijouterie, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que tout le monde à la maison parlait de ça. Puis là, mes parents avaient bien beau être contre le placotage. Tout le monde parlait de ça, il se manque de ça. Et les livreurs parlaient de Mme Pitre parce que là, je ne peux pas vous dire comment il manque des bouts là-dedans, parce qu'évidemment, je n'avais pas l'âge de leur poser des questions, puis j'aurais pas su quelles questions poser. Mais je me rappelle très, très bien, moi, que tout de suite après l'incendie, l'écrasement de l'avion. Ah, l'écrasement, OK, oui. Les gars parlaient de Mme Pitre et puis disaient qu'elle était mal à ça, mais ça, je suis certain que c'était avant que la police s'intéresse à elle, parce que je me rappelle très bien que, mettons, 2-3 jours plus tard, à un moment donné, il y en a qui sont revenus à la maison en disant « Ah, ils l'ont arrêté finalement, ils l'ont trouvé puis ils l'ont arrêté. » Eux autres savaient déjà 2-3 jours avant
que c'était elle qui était mêlée à ça. OK. Ah, c'est pas impossible. C'est sûr. C'était un bon réseau. Ouais. C'est pas impossible parce que dans les procès, dans les recherches que j'ai faites, à un moment donné, on peut lire entre les lignes qu'il y a eu de la filature là, assez rapidement dans les premiers jours. Là. Oui. Le jour même là, que l'enquête, c'est-à-dire Mme Rita Morel a été enterrée le 14 septembre, la même journée, l'enquête de coroner se faisait. Et puis déjà, il y avait de la filature en face de chez Mme Pitt. Là. Oui, ben ça, je veux juste compléter le tableau des livreurs. C'est que pour comprendre les conversations, j'allais dire le placotage des livreurs, c'est qu'à la fin de la journée, tous ces livreurs-là se retrouvaient dans la cuisine chez mes parents où ils remettaient l'argent qu'ils avaient fait pendant la journée en livrant du pain. Il fallait que ça balance. Il y avait tant de pain, il y avait livré tant de pain, il en restait tant. Il fallait qu'il reste tant d'argent. Bon, il faisait comme, c'est ça, il fallait faire une comptabilité là, pour voir que les choses balancent. Et puis, c'est ma mère qui faisait ça dans la cuisine. Okay. C'est une très, très grande cuisine. C'est ma mère qui faisait ça dans la cuisine. Et là, les livreurs étaient là presque tous en même temps. C'était pas... Il n'y avait pas un horaire précis, puis il n'y avait pas un ordre précis. Puis il y en a qui pouvaient arriver un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, j'imagine. Mais en gros, mon souvenir, c'est qu'à la fin de la journée, ma mère est assise à la table. Il y avait 2 tables dans la cuisine. Il y avait une table plus petite que l'autre, qu'on appelait la petite table, évidemment. Et puis là, ma mère est assise à la petite table en train de se faire donner l'argent, elle calcule l'argent, puis elle rentre ça dans son livre. Et c'est comme ça que j'ai appris à compter. Je savais pas lire, puis je savais compter, elle était très fière de moi, parce que mon grand-père, son père, elle, était très, très bon en calcul mental aussi. Elle avait l'impression que j'avais hérité de ça, alors elle était très fière de ça. Puis moi, je me rappelle, j'étais tout petit, puis je la regardais faire ses colonnes de chiffres, et puis elle m'avait tranquillement, là, quand elle avait le temps, elle m'avait assez montré que je pouvais suivre ces colonnes de chiffres. Et puis, à un moment donné, je posais des questions, par exemple, parce que je comprenais pas. Mais c'est dire que c'était un lieu de rassemblement, d'échange de nouvelles, ouais, c'est ça, et d'échange d'informations. Et c'était de l'information qui était pas nécessairement plus juste, mais qui était peut-être plus haute qu'à la radio. Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, c'est des impressions directes là, que vous aviez. Oui, bien, eux autres rapportaient ce qui se disait en ville, ce qui se racontait en ville. Okay. Pour parler aussi de l'endroit où elle était, là, la rue Monseigneur-Revaux, c'est que faut savoir que ce coin-là, c'est un coin de prostituée, de prostitution depuis la guerre. Pendant la guerre, là, okay. Il y avait 2 rues à Québec où il y avait de la prostitution. C'était la rue du Pont et la rue du Pont. Il faudrait que je regarde exactement une carte de Québec, mais en tout cas, c'est peut-être que ça rejoint la rue Monseigneur-Gauvreau. C'est juste à côté, là, quelque chose comme ça. Okay. J'admets que là, ça fait un bout de temps que je suis à Québec et c'est un peu loin dans ma tête. Mais il y avait ça, puis il y avait une rue à la Haute-Ville, des maisons de passe sur la rue, croyez-le ou non, c'est la rue de la Vigueur. C'est la rue de la Vigueur ou la Tourelle. Mais j'aime mieux la Vigueur, je trouve que c'est oui. Et puis, c'est des maisons qui appartenaient aux Ursulines, qui étaient des maisons de passe de la Ville de Québec. Okay. Et la rue du Pont, c'était, puis c'est resté le quartier des prostituées, même après, pour une raison simple, c'était juste à côté de la gare de train, de la gare du Palais. Okay. C'est tout près, ça fait peut-être la distance de 2-3 pâtés de maison. Okay. Alors, ça, c'est fréquent partout à travers le monde. Les rues près des gares, c'est toujours des maisons de prostitution ou des rues de prostituées. C'est là qu'il y a de la business. Ouais, c'est là qu'il y a de l'action. C'est logique, d'ailleurs. Une chose que je vais vous dire, c'est en passant, je me souviens qu'à un moment donné, parce qu'on a parlé de ça plus tard, quand j'étais journaliste à Québec, j'ai fait du travail à un moment donné avec un photographe de Québec qui est très connu, qui avait un studio de photographie, je crois d'ailleurs qu'il était avec son frère, un type qui s'appelle Edward. Et c'est des Irlandais de Québec, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'était sûrement un anglophone qui parlait français avec un accent comme... Je pense bien que c'est un Irlandais. Et puis, M. Edward, moi, je l'ai eu comme photographe pour des reportages que je faisais. Et puis, j'ai parlé à un moment donné d'affaires de
c'est que il est allé prendre des photos, puis ils sont arrivés là avant la police. Il avait amené un de ses amis avec lui, un ami pharmacien. Puis ils sont arrivés là avant la police. Et puis quand la police est arrivée, Edwards, c'était un gars très rusé, très habile, très, très intelligent. En voyant arriver les policiers, il a tout de suite pris ses négatifs, puis les a donnés au pharmacien. Puis le pharmacien, il a glissé ça dans son manteau. Il devait avoir des grandes pages dans son manteau. Il a glissé ça dans son manteau. Et là, tout de suite, en arrivant, les policiers ont saisi la caméra d'Edwards pour s'emparer de ses photos, parce qu'évidemment, ça fait partie de leur enquête. Mais lui avait déjà donné ses négatifs à l'autre, et comme ça, il a pu envoyer ses négatifs à Toronto, et ils ont fait la première page avec ça. Bon, c'est comme du roman. Mais l'histoire qui peut vous intéresser, et là, j'admets que c'est une anecdote parce que je ne l'ai pas vue, mais c'est possible en allant voir dans les journaux de Toronto de l'époque, vous allez peut-être voir ça. La rumeur que j'ai entendue, je me demande même si c'est pas Edwards lui-même qui me l'a dit, c'est que la seule victime reconnaissable sur les photos, c'était Rita Morel. Oui, c'est vrai. Ah, vous avez entendu ça aussi? Ben, ouais, je ne l'ai pas entendu par le Toronto Star, mais dans le procès en fait état, à un moment donné, que la seule qui n'avait pas été, excusez-moi, ou on va excuser le public là, de parler de morbidité un peu, là, mais c'était la seule qui n'avait pas été décapitée. Là. Oui. Ouais. Fait que, ben, je sais que son beau-frère, quand il l'a identifié, il y avait un côté du visage de Rita Morel qui était resté intact. Mais la plupart des autres victimes, ben, j'ai l'enquête de coroner, c'est pas très joli à lire, là, parce que la plupart des victimes ont été identifiées par leurs effets personnels et non pas par leur aspect physique seulement. Là. Fait que... Oui, c'est épouvantable, ça. Ouais. Je voudrais juste en parler. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir à des moments donnés quand je commençais à travailler comme journaliste, entre autres choses, ils m'envoyaient à la police. Puis là, les policiers, j'imagine que c'était des brutes épaisses, les policiers de la Ville de Québec à ce moment-là. Et j'imagine que juste pour m'écœurer et me montrer des photos, les pires, là, de quoi tomber évanoui. Franchement, je pensais que j'allais tomber évanoui. Ouais. Regardez, je suis allé, après qu'on s'est parlé, je suis allé, moi, sur le site de Sautocochon même avec un guide, là. À la fin juin, là. Et puis, je veux dire, il reste pas grand-chose. Hein. Il y a des débris. Bon, il en reste un peu, là. Mais juste le fait d'être sur place, sans même les victimes autour, là, c'est déjà touchant à quelque part, là. Fait que je peux juste imaginer l'horreur des gens qui ont pu se retrouver là en 49. J'ai vu des cas comme ça, moi. Des choses parfois qui ont duré très peu longtemps et qui m'ont marqué pour toujours. Ouais. J'ai été reporter de guerre à Chypre à un moment donné. Et puis, là-bas, d'un côté comme de l'autre, il y avait des massacres. En général, les massacres survenaient quand arrivait le moment de renouveler le mandat des militaires des Nations Unies qui étaient à Chypre. Parce que, je disais toujours très cyniquement, puis je suis convaincu que c'était la vérité, la Chambre de commerce et les hommes d'affaires de Chypre faisaient tellement d'argent avec les militaires des Nations Unies qu'ils ne voulaient pas que ça prenne fin. Alors, quand arrivait le moment d'une décision au Conseil de sécurité, vous étiez sûr qu'il allait y avoir des massacres et des massacres de gens absolument innocents. C'est ça qui frappe le plus le monde, c'est de savoir que n'importe qui peut être massacré. Alors, à un moment donné, il y a des gens, c'est des gens du côté turc qui sont venus me trouver pour me dire, écoute, amène ton photographe, on va te montrer quelque chose, viens avec nous autres, on va te montrer quelque chose. Puis je me suis laissé un peu entraîner par manque d'expérience, par naïveté. J'ai pas trop insisté pour me faire dire où on allait. C'était très dangereux. Maintenant, je ferais plus jamais ça. Mais j'ai accepté de partir avec eux autres, puis ils m'ont emmené dans la maison d'un militaire turc. Et là, c'était pour me montrer que sa femme et ses 3 enfants avaient été égorgés dans la maison. Et je me rappelle encore très précisément que les 3 enfants avaient été jetés dans la baignoire. Et là, ils avaient saigné dans la baignoire. Puis en enlevant les corps, évidemment, il restait du sang partout, sauf les parties où il y avait les corps. Et ça faisait des traces blanches pour les corps. Puis le reste, c'est juste du sang humain. Et juste l'odeur du sang, là, maintenant, du sang humain,
je peux sentir ça quasiment comme un animal. Je peux sentir ça 10 000 à la ronde. Là. Tout à coup, je vais vous dire, ah non, il y a du sang humain quelque part. Là. Et puis, je viens tout à l'envers. Et juste pour raconter ça, je vous jure que j'ai des frissons dans le dos. Je sais que la petite amie de Guy s'appelait Robitaille. Oui. Marie-Rose ou Rosemary, quelque chose comme ça. Marie-Ange. Bon. Je veux juste vous dire, pour éviter un dérapage vulnéraire, il y avait, à côté de chez mes parents, il y avait une pâtisserie, une grosse pâtisserie, c'était aussi une boulangerie, tenue par une famille qui s'appelait Robitaille. Okay. Et il y avait plusieurs filles dans cette famille-là. Okay. Et je peux vous assurer que la demoiselle Robitaille en question ne fait pas partie de cette famille-là. Ça, je suis certain, parce que les Robitaille à côté, c'est des filles qui étaient un peu plus vieilles que nous, mais de quelques années de plus, puis qui servaient de gardienne quand ma mère avait besoin d'une gardienne, et qui venaient jouer chez nous tout le temps. Et puis, j'allais chez elle à l'occasion. Je les ai bien connues. Il y en a une là-dedans avec qui j'ai mangé encore récemment. Ça faisait 70 ans qu'on s'était vus. Je l'ai appelé qu'on a décidé d'aller manger ensemble. Mais je peux vous dire que ce n'est pas cette famille-là. Je vous dis ça là, juste pour éviter un malentendu. Non, c'est bien parce qu'on s'en était parlé lors de notre dernière conversation, justement, à propos de essayer de retrouver Marie-Ange Robitaille et tout ça. Puis moi, je peux vous dire qu'entre-temps, justement, au cours de l'été, j'ai appris que Marie-Ange est décédée. J'ai pas su l'année, malheureusement. Mais elle aurait eu 4 enfants, puis ses enfants l'auraient su seulement après son décès qui elle était vraiment. Moi, j'ai essayé de les contacter par l'entremise d'une autre personne, puis apparemment que les 4 enfants veulent pas en parler. Je comprends très bien, parce que j'ai réussi à contacter d'autres personnes aussi, des descendants des victimes, là, au cours de l'été, puis il y en a d'autres aussi qui ne veulent pas parler, d'autres qui sont en attente ou tout ça, mais tu sais, je comprends très bien. Là, fait que, c'est juste pour vous le dire, parce qu'on s'en était... C'était juste pour vous informer, parce qu'on s'en était parlé de Marie-Ange Robitaille. Oui. C'est ça que, évidemment, penser de ces enfants-là, ils étaient pour le monde à ce moment-là, ils n'ont probablement pas grand-chose à dire, à moins qu'elle leur ait fait des confidences. Là, ce serait autre chose. C'est ça, exactement. Alors, hier, dans notre entrevue du 3 octobre avec M. Sirois, il a été question de Rita Morel, qui a été finalement victime de tentative de meurtre de la part de son mari, Albert Gay, à 2 reprises par incendie. Et à la 2e reprise, Rita Morel s'était réfugiée chez M. Sirois, donc chez les parents de M. Sirois. Mais M. Sirois, aujourd'hui, voulait apporter une petite correction en ce sens-là, avec l'heure à laquelle Mme Morel se serait réfugiée chez les Sirois. Donc, quelle est justement la correction que vous vouliez apporter, M. Sirois? Oui, j'ai réfléchi à ça et en réfléchissant, je me suis posé une question qui m'a amené à apporter des précisions. C'est que j'étais intrigué par le fait que je me souviens de façon certaine qu'elle était chez mes parents, que lors de la deuxième tentative d'incendie, il y en a eu 2, hein, et la deuxième tentative d'incendie, je me rappelle très bien qu'elle était réfugiée chez mes parents dans le salon et qu'elle était en robe de chambre de satin rose, et ce qui était assez inusité. Et puis, je me rappelle que moi, j'étais là et j'étais habillé. Et là, je me dis, mais comment ça se fait? Si c'était le jour, normalement, j'aurais été à l'école. Et si c'était le jour, normalement, j'aurais été habillé. Et là, en réfléchissant un peu, je me suis souvenu que c'était tôt le matin. Il devait être vers 7 heures du matin. Ce qui fait qu'elle s'est levée, puis elle a juste eu le temps de mettre une robe de chambre. Et puis, moi, j'étais déjà levée parce que je me préparais pour l'école et j'étais déjà habillée pour partir pour l'école. Alors, c'est ça l'explication. Autrement, ça devient intriguant. Ça n'a pas de sens que je sois là et non pas à l'école et qu'elle soit en robe de chambre. Mais je me suis souvenu de façon certaine que ça s'est passé très tôt un matin, là, au moment du déjeuner, finalement. OK. Et justement, le fait qu'elle ait une robe de chambre en satin rose, donc j'imagine qu'il ne devait pas faire moins 20 dehors là, à ce moment-là. Non, il faisait pas froid. Ça, je suis certain que ça, il faisait beau. Parce que je me souviens de la température, c'est curieux, mais
parce que j'ai une image claire en tête. S'il y avait plu, j'aurais une image de pluie, je suis certain. Okay. Il faisait beau, et puis elle avait pas très loin à marcher, puis elle s'est réfugiée très rapidement parce que c'était la deuxième fois qu'il mettait le feu. Les gens du quartier le regardaient de travers albergué. Il n'y avait pas une bonne image dans le quartier. Les gens parlaient et ce qu'on disait de lui, c'était pas très bon. Et vous savez que c'est Québec. Québec, c'est une ville où les gens parlent beaucoup, même placotent beaucoup. Et c'est pas seulement ce que les gens disaient de lui, c'était la façon de le regarder. Il n'y avait pas une bonne cote dans le quartier. Là. Okay. Les gens parlaient, bon, parce que c'était pas un mari fidèle, puis il y avait plein de choses comme ça qui n'étaient pas nécessairement, comment dire, de grosses fautes selon notre perspective actuelle. Mais ça faisait qu'il était pas inclus dans les gens qui habitaient autour ou qui avaient des commerces autour. Okay. Il était pas sympathique. C'était pas quelqu'un d'agressif, ou j'ai jamais entendu dire qu'il y avait eu de bagarre, mais il y avait quelque chose qui était pas sympathique. Et finalement, ma mère avait résumé tout ça très bien, parce que c'est une femme très intelligente, puis à un moment donné, justement après que Mme Guy se soit réfugiée chez nous, elle racontait ça à ses belles-sœurs au téléphone, puis je me rappelle qu'elle leur disait « Oh, ça va mal finir, ça va mal finir ». Puis elle avait dit ça aussi à la voisine, à notre voisine, Mme Girard. À un moment donné, elles parlaient ensemble, elle lui avait dit « Ah, vous savez, ça va mal finir, ça va mal finir ». Puis c'est une prophétie finalement, parce que c'est ce qui est arrivé. Eh mon Dieu, ça n'a pas de sens pareil. C'est d'une grande tristesse, évidemment. Les gens du quartier ont été très marqués par ça, parce que tout le monde avait déjà pas mal de sympathie pour Mme Guy, juste parce qu'elle était prise avec ce type-là et que les gens ne trouvaient pas sympathique. Déjà, tout le monde avait un peu de sympathie pour elle, mais d'un autre côté, le souvenir que j'ai, moi, en tout cas, c'est que c'était une femme très, très réservée, qui parlait pas aux voisins, qui parlait très peu aux gens, elle faisait son travail à la bijouterie, mais c'est le souvenir que j'ai, moi. Évidemment, j'étais un enfant là-bas, et puis peut-être que d'autres adultes l'ont connu différemment, mais je ne crois pas, parce qu'en général, je saisissais assez bien l'information qui circulait entre les adultes autour de moi. Je comprenais pas tout, évidemment, je n'avais pas tous les détails, mais je sentais dans quelle direction ça allait, comme font beaucoup des enfants. Les enfants survivent en saisissant de l'information comme ça, et en saisissant beaucoup plus que des adultes imaginent. J'ai envie de vous poser une question, vous me faites penser à une question que les journalistes m'ont posée là, à l'occasion de la sortie de mon livre. Puis là, avec la réputation que Guy avait, c'est ça qui me fait penser à cette question-là. Les journalistes m'ont demandé, parce que c'est encore dans l'air, que si l'avion était tombé dans le fleuve, ça aurait été le crime parfait. Moi, ma réponse que j'ai faite aux journalistes, c'est que non, parce que on aurait fini quand même par découvrir que Mme Pitt était allée porter le paquet. Ça, les traces... comment je dirais ça, les traces étaient là, qu'elle est allée porter le bagage, donc les faux noms sur le colis, puis tout ça. On aurait fini quand même par remonter la trace d'au moins Mme Pitt et probablement des deux autres aussi. Puis là, avec la réputation que M. Guy avait déjà avant le drame dans le quartier, vous pensez quoi de ça? Vous avez peut-être raison, quoique je ne me baserai pas seulement sur la livraison du colis, parce que si l'avion tombe dans Saint-Laurent, on n'a plus besoin de livrer le colis, alors on ne constaterait pas que le colis était envoyé à une mauvaise adresse, à moins d'avoir un enquêteur très attentif et très brillant qui va relever la liste des envois de colis, la liste de tous les colis qu'on a mis dans l'avion et qui entreprend de les vérifier un après l'autre. Ce qui est possible. Et vous avez raison, si on avait fait ça à ce moment-là, on se serait rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais entre quelque chose qui ne marche pas, qui a l'air suspect, et arriver à avoir assez de preuves pour faire un procès, faire condamner quelqu'un, même à cette époque-là,
ça aurait été difficile. Okay. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça aurait été difficile. Okay. D'un autre côté, à cette époque-là en particulier, bon, tout le monde connaît l'affaire Coffin, à cette époque-là en particulier, il y a des procès qui se sont faits sur les chapeaux de roue. Le chef, qui était Maurice Duplessis, le chef décidait et ça se passait comme ça. Et ça, moi, j'ai couvert le palais de justice pas très longtemps après ces événements-là. Je couvrais le palais de justice de Québec pour la presse de Montréal. Okay. Et puis, je vous assure que on envoyait toutes les couleurs. Je ne commencerai pas à vous raconter cette expérience-là. Il y avait de quoi faire un long balado qui pourrait vous faire rire beaucoup. Okay, merci beaucoup, là. Bonne soirée. Au revoir.